Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire une vidéo particulière puisque je vais mélanger point réception et point lecture pour la simple et bonne raison que j'ai pas acheté grand chose au mois d'avril et que ça va pas aller en s'arrangeant. Pour une raison diverse, ouais si je peux le dire, je suis obligée de changer de voiture. Je vais pas m'étendre sur ce sujet, c'est trop long, mais je suis obligée de changer de voiture donc je peux plus acheter, je peux plus trop me faire plaisir à côté, je vais devoir faire hyper gaffe. Et comme en plus pour le moment je ne travaille pas, c'est encore plus compliqué, mais ça va aller. Donc on va commencer maintenant. J'ai acheté le tome 1 de Blackwater, la crue de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Le tome 2 est chez ma libraire, mais bah voilà, comme je viens de le dire, je ne peux pas. Le tome 31 de Black Butler de Yana Tobuso. Ouais, j'ai oublié le nom de la mangaka, c'est horrible. Bref, je l'ai vu chez ma libraire et j'ai dit, elle est exceptionnellement. Le tome 8 des carnets de l'apothicaire, à ce moment-là, je pouvais encore me faire plaisir. L'Empire d'écume, le tome 2 de Andrea Stewart aux éditions Brajlon. Moi, je la voulais dans cette version-là. Et quand je l'ai commandé, pareil, je pouvais encore. Donc, voilà. Et ce que nous sommes de ZEP aux éditions Rue de Sèvres, et pareil, bah, j'ai pouvais encore à ce moment-là. Et à côté de ça, je suis allée pour la première fois au salon du livre d'expression populaire et de critique sociale, alias Colère du présent. Je vous mets les liens en barre d'infos. C'est à Arras, c'est la première fois que j'y allais avec mon ami libraire que je salue. Et en fait, il y avait les éditions Bruno Doucet. Et je ne savais pas qui serait présent comme poète, mais je suis partie du principe, bah, boss, donc j'ai lu le recueil et un auteur, un poète, une des dernières sorties, quoi. Donc j'avais lu, j'en ai lu deux, donc je vous parlerai après. Et sauf que non, il n'y avait que la chargée de com qui était là, super sympa, elle est adorable. J'ai découvert une maison d'édition qui s'appelle Marie Barbier, je vous mets le lien en barre d'infos, parce que quand je pourrai, donc pas tout de suite, je vais m'en acheter un parce que ça m'intrigue beaucoup. Je pense que ça pourrait me plaire de ce que j'ai entendu, de ce qu'elle nous en a dit. Et puis on a assisté à un débat aussi entre l'éditrice, donc Marie Barbier, et Michael Roch, dont je vous parle juste après. Et c'était hyper instructif. D'ailleurs, je vais vous montrer le livre de Michael Roch. Théma One aux éditions La Volte. En fait, de tous les auteurs présents, c'est le seul où j'ai fait quelques petites recherches avant d'aller au salon. Alors c'est marrant parce que je devais être très fatiguée, c'était en fin de journée qu'on y est allé, enfin fin de journée. On est resté quand même 5 heures là-bas à peu près. Et en fait, il y avait tellement de bruit qu'à un moment donné, mon cerveau il a fait stop. Il y avait un groupe de chanteuses, deux sœurs qui chantaient, mais en fait le son était tellement fort qu'il y avait des moments où j'avais du mal à me concentrer avec le marque-page. Et du coup, même pour les débats, c'était un peu compliqué. L'ambiance était chouette, hein. Attention, je dis pas le contraire. C'est juste qu'au début, la musique ça allait, on l'entendait en sourdine, quoi, ça allait. Puis à un moment, ils ont monté, puis ils ont monté, puis ils ont monté, puis ils ont monté. À un moment donné, on se regardait tous, mais on a envie de rire parce que bon, c'est le principe du salon, de se faire entendre, voilà. Mais par contre, au début, je me suis dit, ça va pas le faire. On allait juste écouter un auteur lire son texte. Alors je sais pas encore si je le lirai un jour parce que la thématique pour l'instant je pense c'est un peu trop tôt pour moi. Mais ça a l'air très bien écrit. Le problème c'est que les gens qui étaient là dès le matin en fait c'est des gens qui voulaient juste boire un coup, enfin aller au bar quoi, soyons honnêtes. Et du coup c'était un peu bruyant. Et moi mon cerveau fonctionne à l'envers. Ce qui fait que plus je vais me concentrer sur quelque chose, plus je vais capter les sons autres en fait. Donc je dois faire un effort de concentration inverse et c'est très compliqué et très fatigant. Je suis rentrée avec une migraine mais du tonnerre, mais voilà. Après j'ai fait de chouettes rencontres et je suis contente quand même d'y être allée. D'ailleurs Bruno Ducet j'ai pris ça, je ne peux le croire, une anthologie de haïku japonais. J'ai découvert cette maison d'édition aussi, les éditions Pipa. Ils font plein de livres divers et variés, il y en avait pas mal autour du Japon forcément. Donc là j'ai pris celui sur les chats, il y en avait deux sur les chats. Mais j'ai dit déjà j'en prends un parce que j'avoue que le prix m'a un peu... ouais, il m'a un peu. Mais j'étais dans le budget que je m'étais autorisé, donc voilà. Et j'ai découvert donc cette maison d'édition, Les Vents Derniers. C'est des livres faits à la main, donc ils sont extrêmement chers, soyons honnêtes. Mais c'est fait à la main.
Donc c'est Lucien Fradin, portrait détaillé, c'était le dernier qui était présent d'exemplaires. Honnêtement, il y avait d'autres maisons d'édition où j'aurais bien passé un peu de temps, mais je dis si j'y passe un peu de temps, je sais que je vais dépasser mon budget et c'est même pas la peine. La carte elle est super jolie. Et je sais pas si vous vous souvenez des marque-pages que j'avais eu au printemps littéraire, en fait c'est eux qui les font. Tout est fait à la main et ça rend curieux en fait. Ah oui, je suis en train de voir ça. Oui, les reliures à la japonaise en fait. Alors il y a quelque chose sur la quatrième de couve intérieure, mais je peux pas vous le montrer parce que ça va être là pour le coup hyper censuré par YouTube. Voilà, mais bon, c'est en rapport avec la thématique, c'est sur l'homosexualité et j'ai l'impression que ça retrace un peu l'histoire enfin, à une époque où l'homosexualité n'était pas reconnue, comment faire pour faire des rencontres, etc. Et ça se passe à Lille, donc forcément ça m'intéresse. Il y avait la Contralée, j'aimerais bien un jour en lire un de chez la Contralée. Bon, la Volte, du coup, je les ai vus. Il y avait une autrice que je voulais voir, mais bon, elle était toujours en vadrouille. Quand je l'ai vue, bah, on a discuté, mais on n'était pas sur son stand, donc c'est pas grave, j'ai au moins eu l'occasion de lui parler. Et Yann Manock, qui était là, que j'ai vu au début, et puis je me dis, ah, plus tard, parce que c'était pas pour moi que j'aurais voulu le voir. Et quand je me suis décidée, bah, il n'était pas là, et en fait, il était en débat, et après il partait. Maintenant, passons à l'étape pour lecture. Franchement, je sais absolument pas comment je vais vous parler de tout ça. J'en ai aucune idée, mais on va y aller. Baudelaire aux éditions de l'Orma, fallait bien que je le lise quand même celui-là. En plus, franchement, c'est ridicule de garder des livres comme ça dans la pile à lire. J'ai lu ça chez mes parents, et je me suis bien marrée. J'avais peur parce que Baudelaire a quand même une réputation un peu... Enfin, je parle pas du poète, je parle de l'homme. Faisons bien la distinction, avait une réputation quand même pas hyper positive quoi. Et moi j'avais peur de dire ça, mais en fait non, ça parle que des dettes qu'il avait et de tous les moyens qu'il trouvait pour pas trop les rembourser en fait. Et au contraire emprunter plus entre sa mère, le mec qui était chargé de gérer tout ça, et puis bah Samuse, j'ai un peu découvert Samuse parce qu'au final j'en entends de plus en plus parler ces derniers temps, mais j'en sais pas plus. Je sais qu'il y a une bande dessinée sur le sujet qui doit être hyper intéressante. Et ouais, j'ai rigolé, il y a même une phrase, je l'ai pas retenue, c'est dommage, mais quand je l'ai lu, j'ai explosé de rire. Et il y en a une aussi sur il faut que je sois endettée ou non, il faut à tout prix que j'achète des livres, c'est la vie quoi, c'est un peu ça l'idée. Et quand j'ai lu ça, j'ai explosé de rire parce que je me dis mais c'est exactement ce que je pense en fait. Sauf que moi, j'irais pas jusqu'à m'endetter pour des livres. Franchement, j'ai une limite, il faut pas déconner non plus. Par contre, j'ai oublié de ramener ma desserte, bravo! C'était bien la peine d'en avoir une de dessert, c'est pas grave. Bref, c'était une chouette lecture, j'ai appris beaucoup et je me suis bien marrée. C'était franchement... franchement, si vous avez adoré Baudelaire et les fleurs du mal, mais lisez-le parce que... Déjà, ça recoupe quand même des choses par rapport à ce qu'il a pu écrire dans les fleurs du mal, par rapport à sa muse. Franchement, il y a des choses qu'on recoupe quand même. Et en même temps, bah, on se dit, le mec, comment il a fait pour être aussi connu avec les fleurs du mal, alors qu'il a publié ça à une époque où c'était déjà très mal vu, et en plus on lui a mis des bâtons dans les roues, mais en même temps il a fait tout pour qu'on lui en mette, donc il est rentré lui-même dans un cercle vicieux, et même les moments où on se dit ça y est, il va s'y mettre, et ben non. On peut plus faire ce qu'il fait aujourd'hui, enfin... Bref. J'ai lu Parfaite de Mercedes d'Ambroisie, vue par Jacques Floré, aux éditions du Chemin de Fer. J'aime beaucoup cette maison d'édition. Je comprends que ma libraire la mette autant en avant, j'aime beaucoup. Et juste pour vous montrer pourquoi c'est vu par Jacques Floré, c'est qu'il y a des illustrations régulièrement, comme ça. Et en fait, ici on suit une femme d'un certain âge, j'ai oublié son âge d'ailleurs, à plus de 60 ans, voilà. Elle a plus de 60 ans, elle veut toujours être aussi belle que quand elle était plus jeune, elle fait tout ce qu'il faut pour et personnellement le personnage principal est exécrable. C'est le genre de femme qui dit je suis meilleure que tout le monde, grosso modo c'est ça. Mais c'est écrit avec une forme d'ironie, il y a un petit sarcasme, une ironie mordante dedans qui fait que on prend pas au sérieux, on regarde ça de haut en mode mais c'est qui cette femme? Et en fait ça se... L'autrice se moque de toutes ces marques, de tout ce truc autour de la mode, de la femme parfaite, qui rend au final malade les gens, enfin les femmes, et qui pousse les femmes à porter un regard très dur sur elles-mêmes.
Et ça se ressent dedans, et j'ai adoré la chute. Je dirais pas la chute, mais j'avais imaginé plein de choses, mais pas celle-là, étonnamment. Je savais que la chute allait être mémorable, ça je n'en doutais pas du tout. Moi je pensais, ça je peux le dire, mais tout du long je pensais qu'elle faisait un genre de conférence où elle parlait d'elle, de ce qu'elle a vécu, enfin de ce qu'elle a vécu. Elle parle pas de sa vie non plus, parce que justement elle évite d'en parler de sa vie. En fait je trouve qu'il y a une ironie et un comble dedans, mais tellement énorme, mais c'est bon quoi à lire. Moi je me suis amusée, honnêtement c'était bon. Et j'aime beaucoup la plume de Mercedes Ambroisi, parce que écrire ce genre de choses et savoir le faire percevoir au lecteur, surtout sachant que c'est de l'écrit. L'écrit, quand on connaît pas l'autrice ou l'auteur, percevoir l'ironie et le sarcasme ou ce truc de dénoncer des choses sans les mentionner réellement, mais juste pour que le lecteur comprenne par lui-même en fait. De dire je ne prends pas le lecteur pour un con, il est assez intelligent pour comprendre par lui-même. Il faut savoir le faire. Parce que moi j'ai eu l'occasion de la rencontrer, Mercedes D'Ambrosi, et je peux vous dire que c'est une femme adorable. Et de voir ce qu'elle est capable d'écrire, ouais, j'ai juste envie de lire le reste en fait. Et je suis ravie d'avoir pris d'autres livres d'elle, voilà. J'ai été bien inspirée, d'autant que c'est l'un des dernières fois où j'ai pu faire un gros craquage quand même. Je vais vous parler après de ce livre de Morgane Ovdienko, La dernière geste, premier chant dans l'ombre de Paris. Comment je vais vous parler de ça? The Grand Question. C'est hyper intriguant ce livre, j'aime beaucoup. J'ai adoré, déjà bon, on a un personnage central qui est japonais, une japonaise. En fait on suit Yuri, elle est princesse au Japon, et son père l'envoie en France par l'Orient Express. Alors c'est pas l'Orient Express où on l'entend, c'est l'Orient Express qui est géré par des fées, je crois qu'on dit, je sais plus. Ouais, c'est ça. Les fées, donc les fées les fées au sens général du terme. En fait, il y a plein de sous-genres après. Mais ils sont gérés que par eux, et c'est le seul endroit dans le monde que l'autrice a construit où personne de l'extérieur ne peut décider de ce qui se passe dans ce train. C'est juste la capitaine qui a le droit. J'adore le personnage de la capitaine. Qu'est-ce que je l'aime, ce personnage! Mais il y a mieux encore. Il y a le médecin de bord. Le médecin de bord, dès que je l'ai vu, j'ai dit toi, j'étais. Toi je t'aime, et je veux qu'il reste jusqu'à la fin de la saga. J'ai un peu peur pour lui, honnêtement. J'ai un petit peu peur. J'ai eu peur déjà dans ce livre-là, mais à un moment donné, je me suis dit non, mais elle va pas nous faire ça, l'autrice. Enfin bref, j'ai pas... c'est trop spoilé. Mais donc on suit Yuri qui voyage, donc c'est pas du tout la même culture. Enfin, c'est comme actuellement, c'est pas du tout la même culture. Un japonais qui débarque en France, ça doit lui faire un choc sur certains points. Et Yuri donc a cette éducation japonaise très... faire attention au contrôle des émotions. En plus, là, une princesse, alors je vous parle pas de l'éducation qu'elle a eue, et en arrivant là-bas, rien qu'en voyant l'accueil, elle comprend qu'elle s'est fait avoir, et qu'en fait, elle est censée épouser le prince de France, puisque, oui, dans ce livre, j'ai le sens, enfin, de ce que j'ai compris, parce que c'est pas très... Voilà. On est... comment on dit ça? La Révolution française n'a pas eu lieu. Donc il y a une triade qui s'est formée entre plusieurs pays. Et à part, il y a un pays un petit peu à part, donc qu'on ne connaît pas pour l'instant. Je le découvrirai dans le tome 2 quand je pourrai l'acheter. Et c'est très compliqué d'en parler, j'ai l'impression que j'ai spoilé quelque chose. Et en fait, donc quand elle va rencontrer ce prince, elle va faire comme il faut, mais on a le parallèle entre ce qu'elle montre et ce qu'elle pense. Et en fait, une personne va lui laisser le choix, va lui dire soit tu acceptes de l'épouser, mais sache que ça va pas être une vie hyper voilà, aussi géniale que ça me le paraît, puisque une vie de princesse, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas juste être amoureuse, c'est surtout rempli d'obligations. Et cette personne va lui dire, sauf si tu refuses, si tu veux ta liberté, tu me le dis, c'est maintenant ou jamais. Bon, évidemment, du coup Yuri va forcément choisir la liberté, et va se retrouver à avoir affaire à un on, parce que cette personne va la confier à d'autres personnes. Je dirais pas comment, parce que ça se passe pas du tout comme je l'imaginais par rapport à Quatrième de couvre. Elle va se retrouver dans un endroit totalement différent, qui n'a rien à voir avec son statut, rien à voir avec son éducation, rien à voir avec tout ce qu'elle connaît, tout ce qu'on lui a appris, donc tout ce qu'on lui a fourri dans la tête. Et justement, c'est ce qui est génial dans ce livre.
c'est que même si c'est un monde totalement, enfin pas totalement inventé, puisque les pays en soi existent quand même, réellement, mais elle a réinventé tout construit de telle manière à ce que ce soit hyper cohérent, mais qu'on puisse dénoncer tellement de choses. Il y a un peu, enfin le personnage du chevalier dedans, mais j'aime ce genre de personnage, et combien de dialogues avec lui, j'avais envie de prendre des extraits et de dire oh, je vais mettre ça en citation, ça aussi, ça aussi, ça aussi, machin, enfin, voilà. Et c'est là où tout doucement on découvre la véritable Yuri qui est fort intéressante, et je pense que ce n'est qu'un préambule ce tome 1. Je pense que cette charmante Yuri est loin d'avoir montré qui elle est réellement. Je pense qu'on n'a eu qu'un aperçu. Et le cheval, enfin, dedans il est quand même question de différences sociales, de la manière dont la haute peut traiter les gens de manière totalement répugnante, ouais, on peut dire répugnante. Comment des gens de pouvoir peuvent décider de la vie de certains juste pour un événement qui n'a même pas eu lieu. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais ça vous donne un peu l'idée de la situation. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas rentré dans les clichés de ce genre de fantasy steampunk. On n'est pas dans le truc hyper tiens, on te donne ça tout cuit, t'as pas à réfléchir. Au contraire, l'autrice nous pousse à réfléchir. Et l'autrice étant aussi musicienne, ça se ressent énormément dans son roman. Mais ça se ressent à une force absolument incroyable. J'ai été écouter un peu ce qu'elle fait en musique. Vocalement, c'est pas mon truc, mais musicalement, j'aime beaucoup. Et je vous conseille d'aller écouter quand même la chanson de Taliesin, parce que je pense que c'est lié à ce livre. Taliesin est un personnage, j'espère que je le reverrai, parce que il est très discret tout au long du livre. Il apparaît pas si souvent que ça, mais dès qu'il apparaît, voilà. T'as pas envie de le quitter, ce personnage. Bref, j'ai adoré ce livre. J'avais un peu peur, parce que je sais que certains, quand ils l'ont lu, ils ont besoin de temps pour le lire. Et moi aussi, j'ai besoin de temps, mais positivement parlant. Je dirais, ces livres, vous prenez votre temps parce que vous savez que ces genres de plumes, vous verrez pas 2 fois. Vous savez que c'est à part, en fait. J'ai un peu de mal à expliquer. Et ce que j'aime bien, c'est aussi les fées. Il y a plusieurs sortes de fées. Il y en a, bon, dès le début, j'ai compris. Et il y en a d'autres, c'est totalement inventé. Ou alors, je ne connais pas du tout. Mais du coup, c'est hyper intéressant, hyper instructif. Et j'espère qu'on en saura plus avec Taliesin, parce que il enseigne quelque chose à un personnage pendant une bonne partie du roman. Et je me suis demandé ce que c'était. Parce que c'est pas encore trop expliqué. On comprend plus ou moins que c'est un rapport avec, je vais pas dire le bouddhisme, ce serait un peu exagéré, mais avec le fait de rentrer en soi-même et de s'accepter tel qu'on est, et en même temps de canaliser son énergie, ou un truc comme ça, je sais pas, un truc en rapport avec l'énergie, toutes ces choses-là, le feng shui, tous ces trucs un peu asiatiques qu'on connaît, qu'on a tous entendu parler. J'ai eu un peu cette impression-là, je me trompe peut-être, mais ça m'a rappelé tout ça. Et bref, j'adore. Je suis très curieuse de voir la suite. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que tous les personnages ne sont ni bons ni mauvais. C'est même ceux que moi je perçois comme mauvais, au fil du roman, on se dit en fait ils ont aussi des côtés positifs. Mais en même temps, il y en a un quand même où là j'ai un peu beaucoup de mal même. Beaucoup de mal. Il y en a un deuxième où je sais pas encore trop. Je réfléchis à la question. Ensuite, Amande de Won Pyung-son aux éditions PKJ, que j'ai reçu en service presse en avant-première. Pour une fois, je les ai avant la sortie. C'est tellement rare. Honnêtement, on me l'a proposé sur Babelio comment on dit ça, en masse critique privilégiée, donc on m'a choisi quand même. Et en fait, quand j'ai vu rien que ça, comment vivre quand on ne ressent rien, je me dis c'est tellement à l'opposé de moi, ça m'intrigue. Et quand j'ai vu Korea, ben alors là, là c'est bon que tu m'as embarqué. On suit Yoon Jae, il a 15 ans. Sauf qu'au début du livre, on suit un peu son parcours de sa naissance plus ou moins jusqu'à ses 15 ans. On vous explique brièvement en 30 pages je crois comment sa mère s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui clochait chez lui. Et effectivement les scènes sont tellement fortes, et en même temps vous avez ce personnage au milieu, ce gosse qui comprend pas ce qui se passe en fait. Il a compris que c'était grave, mais il ressent rien par rapport à l'événement en fait. C'est très objectif en fait. Et du coup, ce qui est grave, même s'il le dit, on n'écoute pas.
Au début du livre, enfin ça je peux le raconter, ça donne un exemple concret. En fait, il va voir un gamin se faire tabasser. C'est le harcèlement quoi. Et dans sa tête, il se dit ouais c'est grave, il faut que j'aille chercher quelqu'un. Il peut pas intervenir, il est encore plus petit que le gamin, donc forcément il est très cohérent dans sa pensée en fait. Donc il va voir l'épicier du coin qui est tout près. Il lui dit, il y a un enfant qui se fait frapper. Et, sauf que l'épicier il dit ouais c'est bon, tu rigoles, vas-y, va jouer. Et, il le répète jusqu'à ce qu'on l'écoute en fait. Mais il est, à mon avis, dans ma pensée, il a une voix très, très posée en fait. Et du coup, sauf que le gamin en question, c'était le fils de l'épicier, justement. Et c'est cruel parce que on se dit, ce gamin, il a compris, même s'il ressent pas les choses, il reste humain quand même. Et de là, bah, sa mère va se dire, il y a un truc qui va pas avec mon fils, il faut que j'aille voir des médecins. Et elle va en voir beaucoup avant d'avoir le verdict. En fait, on vous explique qu'il a quelque chose dans le cerveau qui s'est pas développé comme chez les autres enfants, mais on lui dit à cet âge-là, ça peut encore changer, vous inquiétez pas. Et donc jusqu'à ses 15 ans, ça se passe comme ça. Sa mère en fait et sa grand-mère, parce que sa grand-mère va vivre avec eux aussi, et elles vont créer des genres d'emojis en disant bah voilà ce que tu es censé ressentir dans telle situation, quelle expression sur le visage en fonction de telle émotion, parce que les émotions il les ressent en fait. En soi il les ressent, il sait pas les qualifier. Il sait pas. C'est très perturbant je pense de vivre en sachant ce que tu es censé ressentir. Enfin, c'est très, très abstrait pour lui. C'est des concepts qu'il comprend pas, il les perçoit pas en fait. Et tout du long, on va suivre ça. Et à ses 15 ans, en fait, il va se passer un événement tragique dans sa vie. Et il va se retrouver tout seul. Il aura plus l'aide autour de lui qu'il a habituellement pour s'en sortir de situations compliquées. Mais en même temps, il a trouvé des trucs systématiques, des automatismes dans certaines situations où il ne sait pas quoi répondre. Il sort telle phrase, ça va passer, ce genre de trucs. Et on se dit, mais enfin, ça existe ce genre de personnes, soyons honnêtes, mais comment ils font pour s'en sortir s'ils ont personne autour d'eux? Et c'est un peu la question. Et encore que lui, il s'en sort plutôt bien. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Gon, un garçon qui a rien à voir avec lui. Lui, au contraire, il est colérique, c'est un genre de pseudo-voyou, mais qui l'est pas au fond, en fait. C'est ce genre de gosse où on sait que c'est parce qu'il a vécu des choses difficiles qu'il va pas bien, et que s'il y avait une main tendue, ça irait beaucoup mieux. Et en fait, sans le vouloir, bah, Gon il va s'attacher à ce gamin et il va se mettre en tête de comprendre, d'essayer de le comprendre. Et inversement, Yoonji va essayer de comprendre Gon. En fait, il le comprend un peu, mais de manière tellement abstraite encore que ça le touche sans le toucher. Enfin, puis on voit l'évolution de Gon, enfin de Yoonji au fil du temps, et c'est tellement beau à voir. Et tellement dur parce que, soyons honnêtes, l'événement tragique est d'une violence. Moi, quand je l'ai lu, j'étais là et je me suis dit, je vois très bien ce roman adapté en film. Ça ferait une très bonne réflexion sur la société, les normes sociétales qui imposent des choses aux gens. Et Yoon-jae, c'est l'exemple typique de ce gamin qui, parce qu'il rentre pas dans les codes malgré lui, lui il a pas demandé à être comme ça, va se faire harceler, va être écarté de la société d'office. Les gens vont le juger bizarre, donc ils vont parfois même l'insulter, mais lui, comme ça le touche pas, il ressent rien quoi. On peut le frapper, et bah il ressent rien. Et dire oui, ça fait mal, mais bon, voilà quoi, c'est le passe au-dessus. On peut penser que c'est super bien, que c'est génial de rien ressentir, mais en fait pas du tout. Et on se rend compte au fil du temps qu'au contraire, c'est même hyper dangereux. Dès le début, on comprend que c'est dangereux en fait, de rien ressentir. Mais au fil du temps, on comprend encore plus, et à la fin, encore plus, on passe à un stade différent. Et voilà, j'ai adoré. Et puis, il y a un truc avec les livres dedans. Pour les amoureux des livres, il faut. Parce qu'en fait, sa mère est libraire de livres d'occasion. Et le système qu'elle a mis en place pour ça, il fallait y penser quand même. Après, je suis pas sûre qu'en France ça fonctionne comme ça, mais en Corée du Sud, c'est possible. Et je trouve ça génial en fait. Alors en quatrième de couvre, c'est marqué que c'est dans la lignée des John Green et Wonder. Wonder, je suis d'accord. John Green, j'en ai pas encore assez lu pour juger. Mais c'est génial, franchement. Et je trouve que la plume aussi, je sais pas, il y a un truc dans la plume qui fait que ce roman n'est pas si évident que ça. Parce que écrire un personnage qui ne ressent rien alors que toi, autrice, tu ressens des choses, ça doit pas être évident.
Elle a dû faire sacrée recherche, je pense, là-dessus. J'espère. En fait, j'en sais rien, mais je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Je regrette pas du tout. C'était top. Et le nom donné à ce dysfonctionnement, c'est l'alloxithymie. C'est une pathologie mentale qui a été découverte dans les années 70, pour ceux que ça intéresse. Je sais pas comment le vendre autrement, ce livre, en fait, c'est... Ça va tomber, voilà, c'est bien. On passe à la suite. Poésie. Bruno Doucet, aux éditions Bruno Doucet, 22 Bureau des Longitudes. Il fallait bien que j'en lise un du boss quand même. C'est un peu la base. Alors ce recueil, en fait, il y a plusieurs poèmes qui sont extraits d'anciens livres publiés. Alors je suis pas sûre qu'ils existent, les anciens. Honnêtement, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé. J'avoue. Ah si, il y en a certains, ils ont déjà dû être publiés au sein de la même maison d'édition, au moins, voilà. Et sachez que déjà, pour commencer, le Bureau des Longitudes existe vraiment, c'est expliqué à la fin. Ça se situe à Paris, j'irai voir plus tard, là pour l'instant, j'étais pas là-dedans. Et en fait, dans ce livre, on va suivre... Il y a un côté autobiographique parce que Bruno Doucet a fait des poèmes par rapport à sa femme, Muriel Zac, qui est aussi publiée chez eux. Et c'est très très beau. En fait, il y a des poèmes, j'avais l'impression d'être avec eux, de les accompagner en voyage, parce qu'ils ont beaucoup voyagé. D'avoir le soleil qu'on a en ce moment, un peu de vent frais sur le visage, d'être en haut de, je sais pas moi, d'une falaise, d'une montagne... J'en sais rien, mais j'avais l'impression d'être dans des endroits merveilleux, remplis de verdure, avec très peu d'humains. Et c'était très bien. Ça me donnait ce sentiment-là. Et pourtant, oui. Parce que ce recueil est loin d'être léger. Il y a cet aspect, ouais, cette relation qu'il a avec sa femme qui est très forte, très... comment on dit très fusionnelle. Je pense qu'il y a un côté fusionnel entre eux, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un poème où on précise que c'est pas... Ils restent quand même chacun l'un à côté de l'autre, au lieu de se mélanger. Je sais plus comment il le dit, j'ai pas retenu, parce que quand j'ai un poème de recueil, moi, je suis dedans, je pense pas à ma chronique, je n'y pense pas du tout. C'est après, au bout d'un moment, que je me dis « Hey, tu vas galérer à écrire ta chronique ». Donc je donne les sensations plutôt que j'ai eues en cours de lecture. Je pense que ça donne une idée un peu de ce qu'il en ressort. Et pourtant, il y a des poèmes qui parlent de personnes qu'il a croisées dans sa vie, ou des amis qui sont décédés. Mais ils sont très beaux. En fait, c'est pas... Enfin, moi, personnellement, je ne trouve pas ça triste. Où il y a une sorte plutôt de mélancolie que de tristesse. C'est pas la même chose. La mélancolie, pour moi, c'est pas de la tristesse. J'ai un peu de mal à mettre des mots là-dessus. Mais je les ai trouvés très justes, très... C'est la vie, quoi. Après la vie, il y a la mort, c'est comme ça, c'est tout, et on peut rien y faire. Il n'y a pas de côté dramatique dans ce qu'il a écrit. Et il y a aussi des passages qui m'ont un peu marqué par rapport à des choses qui, à mon avis, l'ont mis en colère, qu'il a dû voir dans les médias, je pense. Et quand il les a vus dans les médias, il n'a pas pu s'empêcher d'écrire ses poèmes en se rappelant de l'histoire, de la grande histoire mondiale. Par exemple, l'exemple typique, la Seconde Guerre mondiale, mais je vous rassure, ça n'est fait que... Ce n'est même pas... Je sais plus s'il le mentionne ou pas, mais quand je l'ai lu, ça m'a semblé évident. Il y a des guerres qui sont atroces, et quand on voit ce qui se passe actuellement, voilà, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de certains qui, parce qu'ils sont au pouvoir, on rebondit encore sur la question du pouvoir. Et on sent que c'est un homme engagé plein de bienveillance et plein de pacifisme aussi. Et c'est un homme qui, à mon avis, si un jour j'ai la chance de le rencontrer, mais je pense que je vais adorer cette rencontre. Je pense que ce monsieur, je vais être là en mode... Bon, la vidéo s'est coupée, on reprend. Donc je disais en mode maître. Voilà, j'aimerais trop le rencontrer. J'aimerais tellement... Si Bruno Doucet regarde cette vidéo, venez dans le Sambre-Avesnois s'il vous plaît. Ou pas trop loin en tout cas de chez moi, parce que moi je peux pas aller faire tous les salons, sinon j'aurais plus d'argent. Je vais devoir revendre tout et... Oh non mon dieu, j'ai rien de valeur. Honnêtement, en dehors de mes lits, je n'ai absolument pas un seul objet de valeur.
Je suis pas du tout matérialiste en dehors des livres en fait. C'est flippant. Bref, And the Winner is Laura Luthard, Au bord du bord, toujours chez Bruno Doucet. Ouais, je sais, si vous me suivez sur Instagram, j'ai mis en photo la pile de livres qui me reste encore à lire de chez Bruno Doucet. Ça craint. Voilà. Enfin, je me calme un peu chez eux parce que je voudrais bien voir tous leurs titres, mais il y en a 200. Ariane que j'ai rencontrée à Arras m'a dit, nous a dit, il y en a 200. Ok, je vais faire une cagnotte, je crois, Ulule, pour financer ma chaîne. Non, je rigole. Non, moi je fais pas ces trucs-là. Au bord du bord, déjà quand... Alors, déjà, pour commencer, ma chère et tendre libraire Estelle, salut, m'avait fait languir en me disant « Eh, regarde ce que Bruno Doucet m'a envoyé en service presse, et il est dédicacé et tout. » J'ai chouré son marque-page, évidemment, parce qu'il faut pas déconner. Bien sûr, je n'ai pas pu le lire avant l'heure. Faut pas déconner non plus. Mais elle m'en a fait une super chronique. Moi, elle m'en a parlé en privé avant de publier sa chronique, mais je lui ai dit de toute façon, rien que le titre « Au bord du bord », ça me parle mais tellement, par rapport à mon vécu, par rapport à tellement de choses que... J'ai dit ouais c'est bon. Et quand j'ai lu la quatrième de coup, c'est un extrait en fait d'un poème. J'ai dit ouais c'est bon, bah, dès que tu le reçois tu me le mets de côté. Oui. Puis bah finalement en fait je suis allée le jour où elle l'a reçu. Donc il n'y a même pas eu besoin de me le mettre de côté. Et je l'ai lu, alors c'est la première fois que je lis alors d'habitude les recueils de poésie je les lis dans le silence complet. Et là en fait comme je l'ai lu la veille du salon à Arras. Et je me suis dit, en fait, j'arrive à lire plus quand je suis chez mes parents que quand je suis chez moi. Donc, généralement, j'emmène des livres chez mes parents, comme ça, j'avance. Parce que chez moi, j'ai tendance à... Même certains jours, je ne lis pas du tout, en fait. Et je l'ai lu avec le journal télé en fond. Je jure que c'est vrai. Enfin, en fond, mon père et mon frère écoutaient le journal. Mais en fait, pendant les pubs, c'est très simple pour moi de lire, parce que les pubs, j'en ai rien à cirer. Mais les journaux télé, il y a toujours des mots-clés qui vous parviennent à l'oreille, et du coup, de temps en temps, je mettais en pause, je regardais. Et en fait, c'était... J'ai bien fait en fait, de le lire comme ça, je trouve. Je trouve que ça se prêtait bien à ce genre de lecture, un peu à prendre le temps, à savourer et à ne pas vouloir se précipiter. C'est le problème quand on est grand lecteur, on veut un peu accélérer les lectures, on a tendance souvent à se dire « il faut que j'avance, il faut que j'avance, il faut que j'avance ». Mais la poésie, non. Il faut se dire « pause ». Savoure les mots, la tournure des phrases, les coupures de phrases aussi, très important. Et en fait, ce recueil, je me suis retrouvée dedans par rapport à... Alors je pense qu'il y a un côté autobiographique, parce que j'avais le sentiment que c'est que la poétesse avait... Enfin, c'est même pas le sentiment, c'est sûr, elle a vécu des choses difficiles, de toute façon, elle le cache pas dès le premier poème, on est dedans. Mais... moi je sais que le jour où je verrai ça, ça va être dur, parce qu'on le vit tous. Mais oh, c'est compliqué d'en parler. Parce que justement ça me touche personnellement pour le coup. La poétesse a ce côté un peu sombre de par son passé, qui est présent en elle, qui l'accompagne au quotidien, et je l'ai ressenti profondément ça. Et paradoxalement, la différence avec moi, cette grande différence, c'est qu'elle a quelqu'un dans sa vie et que ces moments qu'elle passe avec cet homme la rendent heureuse, l'ouvrent totalement aux autres. Que moi, ce qui m'ouvre aux autres, c'est les livres. Il n'y a que ça qui fonctionne. Après, j'avoue que mon boulot à la poste m'a obligée un petit peu m'a un petit peu bousculée en termes de personnalité. Mais ouais, il n'y a que les livres qui arrivent à m'ouvrir aux autres. J'arrive pas à parler d'autre chose que des livres en fait. C'est assez dingue. Et ouais, je me suis retrouvée dans cet équilibre un peu instable où on flirte toujours entre le sombre, le lumineux. J'ai écrit la chronique tout à l'heure. Pour une fois, je fais les chroniques avant de faire la vidéo. Je l'ai pas encore publiée. Ce que je me disais, ça me fait penser à un funambule qui avance sur un fil et qui sait jamais s'il va aller du côté lumineux ou du côté sombre, toujours entre les deux. Et en même temps, il y a tous ces obstacles qui viennent dans ta vie et qui te font basculer plus d'un côté que de l'autre. Et en même temps, il y a la société. Parce que lui, il a un côté très direct par moment. Il y a un passage où je l'ai lu plusieurs fois parce que j'étais pas sûre parce qu'il n'y a pas de verbe.
Elle parle de elle dit cancel culture, refaire l'histoire, contexte de l'époque, déformation, dogmatisme, universalisme, caricature, pas tout le monde, forcément si tu, on ne peut pas tout jeter et ça s'arrête là. On sent la colère quand même par rapport à certaines choses de la société et j'avoue que ce passage là je suis tellement à fond dedans que voilà. Il y a des moments où elle est c'est violent dans le sens utile du terme. Parce qu'il y a violence gratuite et il y a la violence qui a pour but de réveiller un peu. Et c'est vrai qu'il y a des moments où elle te réveille. T'es dans un passage très beau où t'as une image en tête, quelque chose qui fait du bien. Moi je sais qu'au début du recueil, je sentais quelque chose se produire à ce niveau-là, en fait, comme pas une angoisse, mais quelque chose que j'ai ressenti il y a longtemps et que j'ai oublié. Enfin, oublié. On n'oublie jamais vraiment, mais on avance, disons, on progresse, on essaie de faire table rase de ce qui s'est passé et de vivre avec. Et j'ai l'impression que ça a réveillé des choses en moi que j'ai probablement oubliées. Et c'est là où je me dis, c'est franchement hallucinant si t'as vécu des choses et que tu les as oubliées, mais que ça réveille un sentiment que tu as eu. Moi, c'est ça que ça m'a fait penser et je sais que je le relirai. Je le sais. J'ai même déjà relu quelques passages de toute façon. Et je sais qu'il fait pas mal parler et j'ai hâte de l'entendre. J'espère pouvoir la voir en vrai. Et surtout, entendre comment elle va l'interpréter à voix haute. Parce que je sais que tous les recueils que j'ai entendus à voix haute, que ce soit Nawel ou Katerina, ah là je l'ai loupé. J'étais pas encore chez Bruno Doucet à ce moment-là. Désolée. Mais j'ai adoré. J'ai adoré. Et j'ai déjà écouté les apéros les apéros de Bruno Doucet où il lit des extraits de recueil. J'aime bien. En plus, il est très long dans sa lecture, mais du coup, vous savourez vraiment les mots. Chaque mot a son importance, et c'est ça qui est bien dans la poésie. Il faut pas en louper un, parce que ça change totalement les choses, sinon. Mais ouais, je me suis retrouvée dans une forme, j'allais dire osmose, mais pas osmose, mais de reconnaissance, voilà. Je me suis sentie totalement reconnue dans ce recueil, ce qui est assez rare pour être notifié. Et que d'habitude, je me sens pas forcément toujours concernée. Là, je sais que j'ai un recueil où c'est pas du tout ma thématique, c'est pas une thématique qui m'intéresse du tout, mais je veux m'y confronter quand même. Parce que j'aime bien repousser mes limites. Mais voilà. Bref, j'ai été très longue sur cette vidéo. Je suis désolée, elle va être très longue. Bon courage. Si vous avez regardé jusqu'au bout, bravo. Et je vais m'arrêter là avant Ah, flûte, je perds mes mots là maintenant, ça y est. J'ai parlé d'un truc très perso, ça y est, c'est fini. Bref, on va arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez lu certains livres, n'hésitez pas. Si certains vous font envie, n'hésitez pas. Commentez, likez, partagez. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Salut!